Comme l'exercice, ça va être d'écrire une phrase, faire un truc sur les mots à l'écran. Donc je vous explique juste un petit truc, pourquoi l'adresse commence toujours par XAIPO. En fait, ce mot, c'est une mosaïque qu'on a trouvée donc, vers le quartier du Panier, à Marseille, qui vient de l'Antiquité, qui était sans doute à l'entrée d'un lieu, parce que ça veut dire bienvenue. Et en grec ancien. Ce mot et sa signification, on s'en est servi lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde en France. Les organisateurs ont voulu, en 98, les organisateurs ont voulu que 6 mois avant a lieu le tirage au sort des groupes de la compétition. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, les organisateurs, dont Michel Platini, voulaient que ça ait lieu dans un stade. Donc en France, évidemment, la finale ayant lieu à Paris, le stade qui s'y prêtait le mieux, c'était à Marseille. Donc c'était en plein mois de décembre, c'était la première fois qu'on voyait le stade Vélodrome se mis sans le toit en public. J'ai un froid terrible. Et donc on avait essayé d'imaginer un spectacle pour cet événement-là. Au début, on avait pensé donc à une montgolfière en forme de Coupe du Monde. Mais ça a été impossible. Quand on a voulu avancer plus le projet, on nous a dit que le seul endroit en Europe où on ne peut pas faire voler de montgolfière, c'est Marseille. Parce que la géographie de Marseille fait que c'est un cirque, des collines très hautes, qui sont en amphithéâtre, ouverts sur la mer, plein ouest, ce qui est rare. Toute la côte française en Méditerranée, c'est le seul endroit qui soit plein ouest. Donc il y a toute une contingence climatique avec des tourbillons d'air, créés par la topographie du lieu, justement, qui font qu'une montgolfière est très difficile à maîtriser à Marseille. Donc on n'a pas lâché le morceau, on a continué, toujours sur l'esprit XAIPO. Donc c'était Marseille qui accueillait le monde, en fait, puisque c'était un spectacle qui était prévu en Mondiovision. Donc on est, de fil en aiguille, on est allé travailler avec les supporters de l'OM, et on a fait un spectacle qu'on appelle un tifo. Qui sait ce que c'est un tifo? C'est un drapeau avec des supporters qui prennent... Voilà, c'est les spectacles que font les supporters de football dans le stade au moment où les joueurs rentrent sur le spectacle. Donc c'est plein de mots, souvent. C'est plein de phrases, justement, où les supporters s'expriment. Alors s'ils ne sont pas contents avec les dirigeants du club. Voilà, il y a aussi des drapeaux. Ça peut dessiner des formes avec les drapeaux, les différentes couleurs des papiers, tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle un tifo. Donc là, c'était pour un tifo qui allait durer quelques secondes, mais en mondiovision. Voilà. Donc on a développé avec les supporters de l'OM des éléments. Donc ça, c'était ce qu'on verrait dans le virage sud. On avait prévu de mettre donc le mot XAIPO reproduit exactement comme la mosaïque, ce qui veut dire bienvenue, bienvenue au monde, quoi, avec les 36 drapeaux des 36 nations, sur fond de drapeaux marseillais. Croix bleue, on va y revenir. Donc là, vous avez le concept de tout le tifo avec tous les groupes de supporters qui ont... C'est la première fois que tous les groupes de supporters de l'OM faisaient un truc en commun, et en plus où l'OM ne jouait pas. Donc ça, c'était au virage sud. Et à Gagné, on a fait cette animation-là, encore avec des phrases, des mots, donc Massalia 2600. C'était un peu l'ouverture du 26e centenaire de Marseille. Donc la phrase, c'était bienvenue dans le 27e centenaire des Marseillais. Sachant qu'il y avait un stade à Marseille dans l'Antiquité, ce qui est très rare, ce qui est unique en France. Et donc là, on avait reproduit sur l'arche la pierre où il y a écrit le mot stadion, qui se trouve au musée d'histoire et qui est la seule trace qui nous reste du stade antique de Marseille. Voilà. Donc c'était un projet. Alors ça c'était le projet, ça a été très très difficile hein, à monter et tout. Alors la trace n'est pas très belle. C'est beau au monde qui joue, c'est le slogan de France 98. C'est que en noir et blanc parce que je l'ai que sur un VHS. Pardon? C'est vrai qu'hier au soir, ah oui. 20 km/h sur la plage. Ah oui, j'étais. Ouais. Une nuit blanche même la veille pour finir les drapeaux et tout ça. Pour accrocher la bande avec marqué stade. Là c'est là qu'elle est marquée stade. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très réussi. C'est pas très réussi. Mais c'était très difficile quand même. Après, vous voyez, un truc comme ça, pour qu'on puisse bien le lire. Il y a tout qui joue après. Bon, c'était que sur des invitations, donc le public, c'était des écoles souvent. Voilà, vous voyez par exemple là, le stade, le virage nord était vide. C'est très moche. Ça casse l'ambiance. Vous voyez comment un arrière-plan toujours est... Et comme là, il faut qu'il soit face aux joueurs qui sortaient encore à l'époque du tunnel, bah, ça fait un peu... un peu raté, quoi. Alors, on va pas le regarder en entier, ça, parce que ça sert à rien. Voilà en couleur ce que ça donnait, quoi, à peu près. Ça, c'est le virage sud, et ça, c'est Gagné. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait les 5 couleurs des 5 continents qui se retrouvaient à Marseille. Il y avait déjà le dessin des côtes, là, du visage, mais qui est très mal fait. Voilà, alors nous, en le prenant au XAIPO, vous allez comprendre que c'est pas tout à fait le... En fait, alors,
À l'époque, c'est à Bienvenue, parce que c'est la traduction qui est donnée au musée d'histoire. Et en fait, c'est pas tout à fait Bienvenue. Parce qu'en fait, c'est pas que Bienvenue. En fait, c'est pas un O. C'est un rond. Qui séparait les mots, en fait. Souvent. Donc en fait, le mot, il est sans le O, en fait. Et il se prononce Kairé. Le X se prononce K et le P se prononce R. Et Kairé, c'est ce que se disaient les Marseillais, les Massaliettes, pour se dire bonjour le matin. Et en fait, ça veut dire réjouis-toi. Ça ne veut pas dire que la paix soit avec toi ou pas, ça veut dire réjouis-toi. Voilà. Les Marseillais se disaient Kairé. Voilà. Soyez heureux d'être en vie, profitez et soyez joyeux. Réjouissez-vous. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Le film le plus célèbre de l'histoire du cinéma, celui qui a toujours été classé parmi les meilleurs films, pour plein de raisons, parce que c'est vraiment un film très complet, c'est un film qui s'appelle Citizen Kane, Citoyen Kane, qui raconte l'histoire d'un individu qui s'appelle Charles Foster Kane, un genre de Donald Trump un peu, je ne sais pas si vous suivez les élections américaines, oui, c'est un milliardaire qui a fait fortune et qui a tout eu dans sa vie, quoi. Non mais là je ne parle pas de Trump, je parle du personnage fictif, qui s'inspirait plus ou moins à l'époque d'un homme qui s'appelait William Randolph Hearst, et qui avait beaucoup de journaux à lui, milliardaire, très influent, enfin, un personnage qui a tout connu dans sa vie, quoi, qui a tout le pouvoir, la richesse, tout ça. Et vous allez voir comment un des trucs géniaux de ce film, c'est la construction narrative, comment ça raconte les choses à travers un mot. Je vous expliquerai certains trucs que Wells a inventés sur ce tournage-là. C'est son tout premier film. Quand il est arrivé pour la première fois sur un plateau en tant que réalisateur, c'était aussi la première fois qu'il mettait les pieds sur un plateau de cinéma. Il n'avait aucune expérience de cinéma. Il n'avait jamais été assistant ou stagiaire. Il a été vedette avant d'arriver à Hollywood. Et il a été vedette notamment grâce à la radio. Il a mis en ondes, avec ses amis du théâtre, ils ont mis en scène, enfin plutôt en ondes, puisque c'était la radio, la guerre des mondes. Avec les martiens qui débarquent, tout ça, mais tout en radio. Ça a tellement bien fonctionné qu'il y a plein de gens qui se sont jetés par la fenêtre, qui se sont affolés, enfin ça a eu un énorme retentissement. Il me semble qu'il y a eu des suicides carrément. Hein. Regardez mieux, vous cherchez la guerre des mondes d'Orson Welles, radio, RKO, tout ça, parce qu'ils étaient persuadés que les martiens avaient débarqué. Bon, c'était dans les années, fin des années 30, début des années 40, hein, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Bon, enfin, tout ça pour dire que Orson Welles, qui était très jeune, est arrivé à Hollywood avec un contrat de réalisateur. Il n'avait jamais fait de cinéma du tout. Et quelque part, c'est parce qu'il avait un regard complètement neuf, et parce que c'était aussi un génie artistique. Très jeune, il a joué au théâtre, il est enfant de comédien, donc il a grandi dans une troupe de théâtre. À 15 ans, il jouait le roi Lear sur scène. Le roi Lear, c'est un personnage de vieux, très avancé. Voilà, il avait une capacité d'acteur, c'est un acteur immense. Mais il a aussi inventé plein de choses au niveau de l'image, justement parce qu'il venait de nulle part. Si vous êtes trop pris par c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, tout ça, vous inventez plus rien. Lui, il n'avait pas ce truc-là, il a juste appris la base, et à partir de là, il a inventé. Donc là, on va regarder le début du film. C'est construit très précisément. No trespassing, ne pas rentrer, mais il y a un jeu de mots en plus. Si vous rentrez, vous trépassez. Donc ça, c'est en fait pour faire comprendre que c'est une propriété privée bien gardée et volumineuse. C'est un peu long. C'est une époque où le zapping, la télé n'existe pas. C'est une époque où le seul endroit où on peut voir des images en mouvement, c'est dans les salles de cinéma. Donc, on ne va pas quitter la salle ou on ne va pas zapper sur un autre chaîne. C'était un autre rythme d'appréhension des choses. Et c'est pour faire sentir la richesse du personnage. Ça, c'est sa maison. Il avait fait quasiment une sorte de Disneyland avec des animaux sauvages, une architecture délirante. Enfin, c'est pour planter un peu le personnage. Personnage hors norme, extrêmement riche, extrêmement influent. Il avait reconstitué un peu comme Las Vegas, quoi. Il reconstitué des lieux du monde comme ça et tout. Bon, après ça, c'est le début du film. Donc que ça soit lent, c'est un peu normal. Donc là, il y a beaucoup de mélange de carton-pâte et de... Ça, c'est dessiné, par exemple, le château, il n'est pas réel. Ils ont fait du brouillard aussi. Oui, après, ça peut être un mélange de dessiné, de brouillard, de réel. Ça, c'est peut-être de la vraie pierre, tout ça, pour raccorder. C'est toujours un mélange de vrai et de faux. Tout est dans le dosage du vrai pour que le faux fasse vrai.
ça c'est la neige, c'est un élément très important. Bon, c'est l'hiver, c'est la faim, c'est le froid. Il y a un côté la mort, mais en fait c'est une boule. Voilà, ça c'est un plan très célèbre. La première fois que quelqu'un faisait ça. De filmer comme avec un très grand angle, comme les GoPro. Est-ce que vous avez entendu le mot Rosebud. Rosebud? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un le sait ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire Rosebud? Ça veut dire bouton de rose. Bouton de rose. Donc là, il y a encore des mots, évidemment. Là, on est au milieu du film. Donc je vous ai montré le début. Je vous ai... donc le mot qu'on nom c'est Rosebud. Donc il est en train de... Et il meurt. Vous avez vu après l'infirmière qui le recouvre, tout ça. Donc le film en fait va raconter comment deux journalistes plus ou moins liés à la compagnie d'assurance ou à une opère, tout ça pour l'héritage, tout ça, vont enquêter sur le personnage de Charles Foster Kane. Et ils vont enquêter en interrogeant des gens qui l'ont connu. Ce qui fait que la première, je crois que c'est son ancienne maîtresse, elle va raconter un personnage qu'elle a vu elle, qu'elle a vécu elle, d'une certaine façon. Donc on va en apprendre sur ce personnage. Et puis ensuite on va rencontrer, par exemple, son collaborateur dans le travail, qui lui a un autre regard sur le personnage. C'est pas le même que celui de sa maîtresse. Donc on va désapprendre un peu ce que la maîtresse voyait, et on va en apprendre de nouveau. Et ça va construire le personnage presque à la perfection, puisqu'il va y avoir tellement de points de vue qui vont le décrire, que quelque part, on va pouvoir se faire sa propre opinion sur le personnage. Donc là, on arrive à peu près au milieu du film, lorsqu'un banquier raconte comment il a rencontré Kane enfant, parce que sa famille l'a fait adopter par une famille très riche, qui avait besoin d'un héritier, et donc il est devenu très riche enfant, mais il a dû quitter le foyer familial. Donc là, on assiste à la scène. Ça, c'est Kane, enfant. Il joue avec sa luge. Donc, tout le long du film, ceux qui enquêtent veulent savoir pourquoi il a dit Rosebud. Ils savent que ça veut dire bouton de rose. Mais ils essayent de savoir pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est la clé de quelque chose, d'un trésor, ou ils ne savent pas? Donc là, il lui dit qu'il va être heureux, que ça sera bien, et tout ça. Lui, il ne veut pas partir. Where am I going? You're going to see Chicago and New York and Washington, maybe. Ain't he, Mr. Thatcher? He certainly is. I wish I were a little boy going on a trip like that for the first time. Là, ils sont time. dans un coin un peu reculé des États-Unis, en fait. C'est pas pauvre, c'est aussi isolé. You're going to live with Mr. Thatcher from now on. Middle West, quoi? C'est pas le Canada? Non, non, c'est aux États-Unis. C'est américain. Charles Foster Kane, c'est un personnage très américain, même. Il sera peut-être l'homme le plus riche au monde un jour. Mais lui, il ne veut pas partir. Et même s'il n'est pas riche, il est heureux. Donc il jette sa luge sur le banquier. Voilà. Donc le film continue, il continue à rencontrer d'autres témoins qui ont connu Kane. Donc ça, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils ont enquêté tout le long du film, ils ont recueilli plein d'informations sur le personnage. Le spectateur a appris à connaître ce personnage, à le découvrir, à l'aimer ou pas l'aimer. Enfin, parce que c'est un personnage très très volumineux, je dirais, avec beaucoup de personnalité et qui a fait beaucoup de choses. Et donc, ils n'ont pas, par contre, trouvé la solution pour le mot. Ils ne savent toujours pas pourquoi il a dit ça. Donc là, c'est la fin au sens où là, ils arrêtent leur enquête et il va falloir trier et évacuer ou se débarrasser de tous ces objets qu'il a accumulés dans sa vie, dont beaucoup en fait n'ont pas de valeur. Mais certains, oui, donc il y a tout un travail d'inventaire à faire. Et donc là, ils discutent un peu des modalités de l'héritage, tout ça.
Mais on ne sait toujours pas pourquoi il a dit ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc là, ils abandonnent le truc, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas su trouver le mot, et ils laissent les ouvriers faire le travail de rangement et de destruction, tout ça. Donc ça, c'est toute l'accumulation des objets, énorme, vous ne savez plus quoi en faire, quoi. Quand il y a trop d'argent, trop de pouvoir, que ça devient... Donc là, la lenteur du plan, c'est pour bien prendre conscience de l'énorme quantité de choses qu'il avait accumulées. C'est vrai qu'il est très long. Mais bon, là encore une fois, c'est la fin du film. Donc le spectateur, il respire un peu, il récupère. Il fait le point de ce qu'il a appris, et puis il ne sait toujours pas. Alors on ne saura pas ce que c'est Rosebud, alors. Pourquoi il a dit ça? Ça va venir. Donc voilà, les ouvriers, ils se débarrassent des vieux objets. Sa vieille luge, qui vaut rien. Et là, c'est le dernier plan du film. Voilà. C'était quoi Rosebud alors? Et pourquoi il dit ça alors? Sûr? Ouais, oui, c'est salut ça. Ça annonce la fin du film. C'est la fin du film. Oui, mais pourquoi il a dit ça? Alors, ce qui est d'abord à noter, avant de disserter pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, c'est la structure narrative de la chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le spectateur est mis dans la confidence. Il n'y a que le spectateur qui connaît la solution. Tous les personnages n'ont pas su pourquoi il a dit ça. C'est-à-dire que le coup de génie de Wells sur ce film à la fin, c'est de rendre le spectateur intelligent. Il n'y a que le spectateur qui sait. Il n'y a que lui qui sait. Donc le spectateur est dans un sentiment de complicité. Entre autres. Oui, Anna. Et au final, moi j'ai pas compris. T'as pas compris pourquoi il disait ça? Si on comprend. C'est un monsieur qui a tout eu. Qui a eu tous les pouvoirs, toutes les richesses, tout ça. À la fin de sa vie, il pense à quoi? Donc il pense à quoi? À lui enfant. Et ça veut dire quoi? En gros, Il a pu tout connaître et tout, que c'est son enfance qui reste le plus en lui et qu'il a toujours regretté. D'accord, il est devenu riche, il a tout eu. Mais ce qui lui a manqué, c'est son enfance à lui, dont on l'a arraché. Vous comprenez ça ou pas? C'est une réflexion philosophique sur la vie. Donc c'est finalement ce monsieur qui a tout eu. Ce à quoi il était le plus attaché, c'était à son enfance. Ça ne dit pas beaucoup plus que ça, hein. Mais c'est surtout la structure, c'est-à-dire la façon d'amener la solution, qui fait que ça place le spectateur dans une position qui est très très intéressante au niveau narratif. C'est rien du tout, il fallait y penser, c'est tout. Donc si vous entendez parler de Rosebud, vous saurez ce que c'est maintenant, ce à quoi ça fait référence. Voilà. C'est pas la seule raison qui fait que c'est classé régulièrement comme le meilleur film, hein. Donc la neige, vous voyez comment le réalisateur a déjà introduit la neige par rapport à la luge. Eh oui, tout joue. La neige, la maison. C'est ce qu'il a dans la main au moment où il dit Rosebud. Eh oui. Et donc, là, la boule se casse, et du coup, ça crée des morceaux de verre arrondis. C'est ce qui est le cas quand vous prenez, parce que dans l'interview que j'ai pas pu vous montrer, il parle qu'il ne sait pas choisir les focales. C'est-à-dire qu'au cinéma, on n'emploie pas des zooms, on emploie des objectifs fixes. Si certains d'entre vous font vraiment de la photo ou quoi, un objectif de 25 ou de 50, ça ne donne pas la même perspective. Le 50 en photo, c'est à peu près le regard humain, au niveau des éloignements, au niveau du champ de vision. Mais si vous allez plus vers le téléobjectif, ça va plus correspondre au regard humain, ça va donner un concentré de ce que vous avez dans le champ, et ça va rapporter les arrière-plans. Quand vous êtes au téléobjectif, tout est écrasé. Inversement, quand vous allez en dessous de 50 mm, vous touchez ce qu'on appelle le grand angle.
jusqu'à aller jusqu'à ce qu'on appelle le fish eye, œil de poisson. C'est exactement ce que font les GoPro. Vous voyez comment les GoPro, elles ont un angle très très large. Et du coup, tellement large que ça déforme. Ça arrondit les choses. Si vous vous filmez avec une GoPro le visage, ça va être aussi moche que quand vous vous regardez dans une boule de Noël. C'est-à-dire vous allez avoir le nez énorme, le visage, vous voyez. Donc une GoPro, c'est pas fait pour faire des portraits, par exemple. Parce que ça donne ce côté-là, justement. Et ce qui se passe quand vous êtes en grand angle, c'est que vous avez une profondeur de champ, c'est-à-dire tout est net. Ce qui est au premier plan et ce qui est à l'infini. Alors qu'au téléobjectif, c'est l'inverse. Téléobjectif, vous voyez, c'est ces photos où vous voyez la foule, et il y a une personne qui est nette, et derrière lui et devant lui, c'est tout. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. On y reviendra à ce détail-là.